Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alban Chevalier, responsable de la communication de la ruche et en charge de la programmation des conférences. Dans le respect des mesures sanitaires toujours en cours, cette conférence se déroule en présentiel et à distance. Merci à tous d'être présents ce jour. Cette intervention est enregistrée donc pour permettre une diffusion en replay. Je vous invite à tous, pour ceux à distance, à couper vos micros pour ne pas créer de bruit parasite. Et votre vidéo si vous ne souhaitez pas être intégrée au replay. N'hésitez pas à formuler vos questions dans le chat tout au long de l'intervention. Elles seront traitées lors d'un temps d'échange questions-réponses prévu en fin de conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis-Luc, speaker professionnel depuis une quinzaine d'années, avec plusieurs podiums à son actif. Louis nous invite à monter à bord de cette conférence, Skipper, une motivation à toute épreuve. Que l'on soit coureur au large, chef d'entreprise ou chef de projet, même combat, l'important, c'est de savoir rebondir. Mais tout d'abord, je passe la parole à Sébastien Laurent, directeur exécutif de Leader Logistics, et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonjour à tous, moi je suis très heureux de faire une toute petite introduction de cette conférence parce que la relation entre Louis et Phil date d'il y a très longtemps et donc je fais cette intro parce qu'à la fois je suis patron d'une filiale du groupe Phil mais en même temps vice-président de la ruche et donc je trouvais intéressant de faire le pont et Louis va nous parler effectivement de manière très inspirante de tous les points communs qu'on peut trouver entre les aventures d'un skipper, d'un entrepreneur, d'un dirigeant d'entreprise, d'un chef de projet. Et c'est vraiment ça le cœur de la conférence. Donc je suis ravi qu'on puisse faire ça. Et très belle conférence à tous. Merci. Bonjour à tous. Merci d'accueillir Louis à cette conférence. C'est une histoire qui a débuté en 2005. Louis cherchait un sponsor à l'époque. Il voulait faire sa première transatlantique sur ce qu'on appelle la Mini Transat. C'est un transatlantique sur des bateaux de 1,50 m. C'était ses débuts dans le monde professionnel de la course au large. Et donc, chercher un sponsor. On a été les premiers à s'intéresser au sujet, ce qui nous a permis de déclencher derrière un attrait pour d'autres industriels qui pouvaient également être intéressés. La pompe était amorcée. L'histoire a débuté comme ça, une première mini-transat qui a été jalonnée par des aléas. Vous racontera un peu son histoire tout à l'heure. Et puis depuis, on suit le parcours de Louis pour l'amener vers l'aider à atteindre son objectif qui est celui, ce qu'on appelle l'Everest de la course au large. C'est le Vendée Globe. Et il va vous raconter. À toi. Bonjour à tous. Merci Sébastien et Thierry de cette petite introduction. Merci à vous tous d'être présents, à la fois en présentiel et puis en vidéo. Je suis venu vous parler un petit peu de mon parcours, des difficultés qu'on peut rencontrer, et puis des joies et des bons moments. Il se trouve qu'en ce moment, on a relancé un projet, qui est un projet pour être au départ du Vendée Globe, comme disait Thierry. Ce projet, on l'a commencé au tout début avec le rachat d'un bateau accidenté. Et donc, pour commencer tout ça, je vais commencer par vous passer une petite vidéo qui présente ce projet-là. Et ensuite, je vous raconterai un petit peu toute l'histoire et comment on en est arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui, dans un plan phare de 2006, qui a eu une histoire depuis plusieurs générations. Donc il est né sous les couleurs de PRB. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, au départ de l'air Jacques Vabre, ce bateau-là, il a été accidenté, il a eu un incendie à bord et ils n'ont pas pu prendre le départ. C'était l'ancien Fortil de Clément Giraud. Et ce bateau-là, il est arrivé à Caen ici et il était estimé pas réparable dans les délais nécessaires pour être au départ du dernier Vendée Globe. Je me dis bien, ce bateau, il doit quand même être réparable. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air d'être sauvées. Moi, j'avais dans l'idée de monter un projet Vendée Globe. Il faut trouver une solution pour avoir un bateau et trouver les financements derrière
pour le fonctionnement, pour trouver le budget de fonctionnement, donc les sponsors. Mais pour avoir des sponsors, il faut une histoire et donc un bateau. Et on n'avait pas les moyens d'acheter un bateau d'occasion, on s'était dit après le Vendée Globe, il y aura pas mal de bateaux à vendre. Et donc je m'étais dit, tiens, il y a une histoire avec ce bateau qu'on pourrait créer, il est à Caen, c'est un signe, on peut peut-être arriver à estimer les travaux et puis à lancer la reconstruction de ce bateau pour essayer d'être au départ du prochain Vendée Globe dans le 2024. C'est un projet qui nous correspond bien parce qu'on a pour objectif de faire revivre un bateau qui était destiné un peu à pas forcément renaviguer. Donc l'histoire, c'est de se dire, on prend un bateau qui est accidenté, on va le réparer alors qu'au début personne n'y croit, et puis on va pas seulement le réparer, on va aussi le modifier pour le rendre performant. La première chose, c'était déjà d'estimer tout ce qui pouvait être en bon état, parce qu'il faut commencer par les bonnes nouvelles. Donc d'abord, on a regardé tout ce qu'on pouvait sauver à bord du bateau, ça peut être l'accastillage, ça peut être globalement les voiles, le gréement, tout ça, on savait que c'était correct. Et puis après, il faut estimer ce qui est abîmé en termes de composite. Donc on a fait des expertises, on a passé un petit peu de temps à faire ça, des carottages, des sons d'ultrasons, pour voir jusqu'où allaient les travaux. Il y avait ce qui était visible de cramer, on voyait bien la résine et les tissus qui pendaient dans le bateau, et on s'est aperçu que ça n'allait pas beaucoup plus loin que les zones visibles vraiment abîmées. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. On a fini l'étape de déconstruction qui est la plus dure psychologiquement, parce que plus ça va, plus on enlève des trucs. Là, on a terminé cette phase-là, et là, on attaque la reconstruction. Et petit à petit, on va attaquer du gros lourd. Donc là, on va voir le pont qui va être remis en premier. On est en train de redessiner un nouveau roof, et donc reconstruire la cloison. Donc voilà, on attaque la phase de reconstruction en stratification et d'assemblage. Donc, on a eu le projet qui est en cours en ce moment, et on va revenir quelques années en arrière. Vous avez une belle image ici. Alors, c'est pas un IMOCA, c'est pas un bateau du Vendée Globe, ça c'est beaucoup plus petit, ça fait 6,50 m. Et il se trouve que c'est tous mes débuts, c'était il y a maintenant 18 ans, donc quelques années bien plus tôt. Il se trouve que ce bateau-là, donc c'est un Mini Transat, on est ici au Sénégal, on est à Dakar, puisque à l'époque, on prenait le départ du cours, ça s'appelait la Mini Transat, qui partait de La Rochelle pour aller vers le Brésil. Il se trouve que ce bateau-là, j'avais acheté aussi accidenté, il y a quelques années. J'avais réparé, à l'époque, avec très peu de moyens. Je travaillais dans les matériaux composites, j'avais assez rapidement écarté le côté scolaire. Et puis, donc j'avais pour but de courir cette course pour me lancer dans la course au large. Et donc, à cette époque-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur Thierry Lechêne, que vous avez vu tout à l'heure, qui a accepté de rentrer dans mon aventure, qui a été peut-être séduit par cette histoire. On peut voir ici deux entreprises que peut-être vous connaissez, qui sont CEDEP et SIDEL, qui à l'origine étaient de l'entreprise dans laquelle travaillait Thierry, qui est devenu Sileps ensuite, et après Philippe Sileps. Donc ça, c'était il y a 18 ans. Donc ça ne s'est pas forcément passé comme c'était prévu à l'origine. Donc on a un départ de La Rochelle, une étape aux Canaries, donc la première étape se passe correctement. Au milieu de la deuxième étape, le mât se casse. Et donc là, j'avais à l'époque 21 ans, quand c'est arrivé. J'ai recréé mon mât, j'ai remonté mon mât tout seul, avec, à l'aide de chèvres et puis de bricoles. Et puis je me suis retrouvé arrivé sous gréement de fortune à Dakar. Et donc ça, c'est ma première histoire de grande course au large. Donc c'était ma première aventure, ça commence bien. Mais voilà, puis après, donc, il y a eu toute une histoire où ce bateau qui était arrivé là-bas, avait rapatrié, la Marine nationale avait accepté à l'époque de rapatrier mon bateau sous l'ordre de Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense à l'époque. Bon, il n'est pas arrivé que ça, forcément, parce que ça, c'était il y a quelques années déjà. Là, on va retracer un petit peu le parcours que j'ai pu avoir depuis quelques années. Donc, voilà, en 2005, on avait cette transatlantique. Ensuite, j'ai découvert la classe 40. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas forcément tous adeptes de la course au large, donc je reviens un peu sur ce que c'est. C'est-à-dire que sur les grandes épreuves qui existent, on connaît la Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Vendée Globe et tout un tas d'épreuves, il y a plusieurs catégories qui peuvent participer à ces épreuves-là, hormis le Vendée Globe. Donc, dans ces épreuves, on a les gros multicoques que vous avez forcément déjà vus, les bateaux du Vendée Globe, les IMOCA, et puis il y a les classes 40, qui est une catégorie qui est la plus représentée en nombre de bateaux, avec beaucoup de niveaux, mais avec des bateaux qui coûtent beaucoup moins cher. C'est une taille, c'est 12 mètres, 12 mètres, une largeur minimisée, des matériaux interdits, donc on n'a pas le haut carbone dans ces matériaux, dans ces bateaux-là.
Donc l'idée, c'est d'avoir des bateaux qui restent des prototypes, mais assez simples. Donc j'ai commencé sur cette catégorie-là avec des gens qui m'ont fait un peu confiance, qui m'ont embarqué sur une Transat en 2007. J'avais un peu plus, j'avais 23 ans. J'ai eu l'occasion d'avoir un bateau prêté pour la Transat anglaise 2008. Vous connaissez tous la Transat anglaise, même si ça ne vous parle pas tout de suite. La Transat anglaise, c'est la course qu'a gagnée Eric Tabarly et qui l'a rendue célèbre. Donc en quelle année, Thierry? 1964 et 2002 et 1976 et 2006. Exactement. Et donc, cette course-là, elle a continué à perdurer, hein, et j'ai eu l'occasion de la courir en 2008. C'est une course qui m'a un peu révélé, puisque à cette époque-là, j'étais le plus jeune coureur avec le plus vieux bateau. Donc, quand on va dire, je n'étais pas favori. Et il se trouve que je termine 4e devant des gens qui étaient de très haut niveau. Et ça, c'est la course qui m'a rendu. Alors, à l'époque, on m'avait vu comme étant un bricoleur, quelqu'un qui pouvait se débrouiller dans n'importe quelle situation. Il m'a mis une transat. Là, c'est la première fois que je me révèle en tant que performeur, puisque je termine le parcours, le dernier tronçon de parcours, été le plus rapide de toute la flotte, et donc je termine 4e de cette épreuve qui commençait une belle performance. Donc après, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de participer à une solitaire du Figaro, de construire un petit bateau pour des projets que j'avais en parallèle. Et puis, en 2013, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui étaient deux chefs d'entreprise, qui sont devenus des amis, et puis aussi des associés, qui sont devenus partenaires avec moi, qui étaient Jérôme Lepoutre et Marc de Vavrin, avec qui on a créé une SRL pour investir sur un premier CAC 40. Donc le bateau d'avant, c'est le bateau qui était prêté. Et là, on achète ensemble le bateau. Moi, j'avais misé aussi tout ce que j'avais, tous mes biens. C'est pour ça qu'ils m'ont accompagné aussi. C'est-à-dire qu'on était tous les trois à 30% de la société. On a investi sur un premier bateau d'occasion, qu'on a amorti pendant plusieurs années, avec lequel on a pu faire pas mal de courses. Donc il y a eu d'abord une Transat en 2013, on a eu une route du Rhum en 2014 avec un partenaire qui s'appelait la Carac, qui nous accompagnait, hein, qui est une mutuelle de retraite. En 2014, j'ai eu l'occasion de participer à la route du Rhum, qui était une grosse épreuve. Hein. Quand on est gamin, on rêve tous de faire cette épreuve-là. Là, je me retrouve des années après, au départ de cette épreuve-là. Malheureusement, j'avais un côté qui était extrêmement performant, et donc je sors de la Manche en tête de flotte. Et par contre, j'avais peu de moyens ces années-là, et donc je casse un peu de matériel. Je suis contraint à abandonner suite à un premier escale, puis redépart, et donc je suis contraint à l'abandon. La Carac, le partenaire à l'époque, accepte de m'accompagner encore une seconde fois sur la Transat d'après. Et là, c'est une année qui a commencé à se révéler en termes de performance. On a commencé à faire un podium sur une Jacques Vabre, qui n'était pas du tout attendu, puisque pareil, les bateaux, ils évoluent, donc on se retrouve toujours avec un vieux bateau. Et au final, je fais un podium sur la Jacques Vabre, donc il dit, bon, on continue une année de plus. Et là, on se retrouve sur la Transat anglaise en 2016, qui est une épreuve sur laquelle je m'étais révélé quelques années avant. Et là, cette course-là, je me retrouve dans les compétiteurs avec peut-être le plus d'expérience en classe 40, mais encore à la fois qu'un bateau ancien. Et là, je termine pas trop mal, puisque je termine second de l'épreuve. Après, je crois que c'était 18 jours de mer avec de la casse. Je me souviens que sur cette course-là, il y a eu beaucoup de casse sur tous les bateaux. Moi, je termine l'épreuve avec 200 litres d'eau par jour sur le bateau à vider en permanence. Bon, il fallait que ça s'arrête à un moment. Mais ça m'a valu une belle photo à l'arrivée à New York. Là, vous pouvez voir mon bateau qui passe devant la Statue de la Liberté. Et ça, ça a été le début d'un changement de parcours pour moi. Parce qu'on passe du mode où on se débrouille avec ce qu'on peut, on a des partenaires qui commencent à prendre confiance, qui apprennent aussi à se servir de sponsoring voile, dont on se développe aussi à travailler avec tout ça. Et puis, on avait monté un projet quelques temps en amont qui était de travailler sur un nouveau bateau, un nouveau concept, et essayer de lancer la construction d'un nouveau classe 40. Et donc, on avait d'autres séries qui avaient fait évoluer les bateaux dans certaines formes. Et on décide de s'accompagner du cabinet Lombard, hein, qui était les architectes déjà de mon ancien bateau. Et on décide de faire un nouveau projet avec de la technologie et de concevoir un nouveau bateau. Et donc, on a monté tout un projet. Et là, le sponsor Carac, vous voyez, qui était une mutuelle de retraite pour les anciens combattants à l'origine, arrivé à New York avec leur beau style devant la Statue de la Liberté, et ils n'ont pas eu le choix que de continuer pour quelques années de plus et m'accompagner sur ce projet qui était un peu fou, de nouveau bateau, le bateau neuf. Donc, on aurait pu aller voir un chantier, nous faire un bateau classique, un bateau comme les autres faisaient. Et moi, j'ai décidé de partir de A à Z, et donc repartir sur un nouveau chantier, nouveaux architectes, concept révolutionnaire. Et donc, on sort un bateau en 2017, qui est un bateau qui est extrêmement vu, qui est un peu l'objet des regards de cette catégorie-là, qui est nouveau, avec une forme de bateau très arrondie devant, avec beaucoup de puissance.
Donc, ce bateau, on l'a développé pendant 2 ans, avec forcément, quand on sort quelque chose de nouveau, il y a quelquefois des petits défauts, on voit des pics de performance, et puis il y a des évolutions à apporter. Donc, pendant 2 ans, on a travaillé sur ce bateau pour l'améliorer en permanence. Et puis, on a eu l'occasion, on était nous propriétaires de l'outillage pour fabriquer le bateau, et on a eu l'occasion de partager cet outillage-là avec un autre coureur qui s'appelle Johan Richoun. Et Johan, au final, sur la route du Rhum 2018, on se retrouve à se bagarrer ensemble en tête de flotte. Il se trouve que j'ai une petite avarie. Et lui, Johan, il n'a pas d'avarie et il finit par gagner la course. Et donc, bon, il a profité, mais je dis ça avec beaucoup de respect parce que le bonhomme a aussi énormément de talent. Et il a profité un petit peu de tous les aléas qu'on a vus sur ce bateau en amont, de préparation, d'optimisation, pour sortir lui un bateau un peu plus abouti que le mien. Et au final, il gagne la route du Rhum avec mon bateau. Donc finalement, j'avais pas gagné moi la route du Rhum, j'avais fini cette course, mais du coup, 18e, puisqu'on a fait escale, on s'est arrêté 2 jours, on est reparti quand même. Je tenais vraiment à finir l'épreuve parce que c'était extrêmement important de terminer. Et donc, Johan, il remporte cette course et j'ai estimé que j'avais quand même un petit peu pris part à cette victoire avec ce beau projet. Donc là, on est en 2018. La Carac qui m'avait accompagné depuis 5 ans doit terminer l'histoire. Il se trouve qu'il y a des changements un peu dans l'entreprise. L'histoire du sponsoring avec son résultat finit par s'arrêter. Et donc, on se retrouve en 2019. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui commence. En 2019, on se retrouve à remonter un projet avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, Aurélien Ducrot, qui n'est pas du tout à l'origine un navigateur, mais qui s'est passionné par la mer quelques années déjà auparavant. Et puis, on se connaissait, on s'était déjà vu sur d'autres circuits. Et puis là, un jour, il m'appelle, donc il me dit qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai vu que ton bateau est en vente. Puis on commence d'un coup à recréer un projet pour la Transat 2019. Et donc, on s'est associés ensemble. On a couru cette course. Donc, c'était assez intéressant. Il y avait une belle vidéo qui avait tourné un petit peu sur Internet, qui était Aurélien Ducrot en train de faire du ski derrière mon bateau. Donc c'était très sympa, on a découvert un personnage génial qui d'ailleurs depuis a lancé la construction d'un nouveau bateau, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec les mêmes architectes et puis des constructeurs. Et donc là il a mis son bateau récemment, d'ailleurs lundi dernier à Caen. Et donc on court notre trajet ensemble. Alors c'est un projet qui était un petit peu sur la fin, un petit peu la dernière minute parce qu'il a fallu rassembler un certain nombre de partenaires. On a eu l'occasion et la chance d'avoir Philippe Silette qui nous a accompagnés sur ce projet, sinon ça n'aurait pas été possible de prendre le départ. Donc on avait une belle navigation devant l'Orient d'ailleurs, avec on voit le beau je pousse un peu comme ça vous êtes sûr de pouvoir bien voir les logos Philippe. Et donc merci pour la publicité. Oui, c'était quand même quelques années en amont, on avait travaillé ensemble sur la route du Rhum, et moi j'avais beaucoup apprécié le fait qu'on ait un projet qui était difficile à mener parce qu'on avait moins de moyens, et là le groupe FIV, ils ont vu que cette année-là elle était hyper importante pour nous, ils nous ont accompagnés et c'était génial parce que ça nous a sorti de l'histoire, ça nous a permis d'être au départ de cette course. Pour comprendre les partenariats avec Aurélien, on finit une 5e place. Et puis, il faut qu'on doit rapatrier le bateau en France. Alors, en temps normal, il y a plein de méthodes pour amener des bateaux. Quelquefois, ça se fait aussi par cargo. Donc, on met tous les bateaux sur un cargo, ça rentre par la mer, et ça a un coût. Et donc, cette année-là, on décide de ramener le bateau par la mer, ce qui était déjà arrivé en amont. Et donc, la personne qui devait le ramener s'est blessée en amont. Donc, il ne se passe quand même pas la chose cette année-là. Et je me retrouve à ramener le bateau, moi, avec un équipier qui était Thomas Servigna, qui avait participé à la construction de ce bateau. Et donc Thomas, c'est un sportif aguerri, mais par contre, c'est pas forcément un grand marin, puisqu'il est marin amateur, donc il navigue beaucoup en parallèle. Il avait beaucoup navigué à bord de notre bateau en amont, mais il n'avait jamais fait de transatlantique, donc c'est sa première pour lui. Et il se trouve qu'au retour de cette épreuve, donc on remonte le long du Brésil, on passe l'Équateur, le poteau noir, vous avez pu entendre parler de ces endroits-là avec le Vendée Globe. On arrive donc à remonter au nord de l'anticyclone des Açores. Et là, on a une avarie, le vent commence à monter, on avait là une vision de la météo qui s'aggravait, et on voit le vent qui commence à monter sur les fichiers météo. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une grosse dépression qu'on va devoir traverser. À ce moment-là, pas de problème, ce genre de bateau, on sait que ça passe bien. On avait déjà vécu ça pendant la route du Rhum à une époque. Moi, j'ai pas de souci avec le bateau, je le connais par cœur. Simplement, une petite avarie qui arrive. La voile qu'on peut voir ici, c'est intéressant. Cette voile-là, elle est enroulée, elle la pose tout le temps. Et donc là, l'avarie fait que la voile était déchirée et il faut monter dans le mât pour pouvoir l'enlever. Et là, on se retrouve dans des conditions un peu sportives. Avec cette voile-là bloquée en l'air, et donc notre trajectoire limitée à naviguer avec le vent qui nous pousse.
mais sans pouvoir avoir une route de sécurité. Donc la route que j'avais prévu de faire pour passer dans la tempête n'est plus possible et on doit naviguer plavant-arrière. C'est-à-dire plavant-arrière, c'est que un petit peu comme vous êtes au bord de la plage avec les vagues, les rouleaux qui arrivent, ben, quand vous surfez, quand vous nagez devant les vagues, vous accélérez, ça se passe plutôt bien. Et puis quand vous ralentissez, la vague vous passe dessus et là vous êtes roulé partout. C'est ce qui s'est passé pour nous. Donc le bateau il a accéléré. Et puis à un moment, il y a une zone où il y a eu moins de vent. Et puis de la mer un peu plus compliquée, dès qu'on se rapproche des côtes, le vent et la mer, bah, du coup, augmentent, puisque quand les fonds sont à 5000 mètres et passent à 300 mètres, la mer est complètement différente. On arrive dans cette zone-là, le vent est un petit peu moins fort, et donc la mer plus forte, et donc il y a une vague qui nous a retourné. Donc on a fait un 360, ce qui est extrêmement rare sur ce genre de bateau. Et puis moi, je pensais vraiment que ça ne pouvait pas nous arriver, parce qu'on a des bateaux qu'on connaît par cœur. Et donc on se retourne, et le bateau, en se retournant, a subi de la casse, et donc voie d'eau. Et on arrive dans ce genre de situation-là. Donc, dans la vie d'un marin, c'est quelque chose qu'on ne peut à personne, mais qui arrive de temps en temps. On a vu l'histoire de Kevin Escoffier pendant le Vendée Globe. Donc, nous, on n'était pas en course, on était en route retour, en convoyage. Donc, on est moins suivi qu'au temps normal. En course, un bateau qui est bloqué pendant 2 heures, tout de suite, l'organisation de la course déclenche les secours, les appels, tout ça. Là, en convoyage, hein, comme on était, c'est plus compliqué parce qu'on peut ne pas avoir de contact pendant plusieurs heures, plusieurs jours avec des gens. Donc, par contre, on a eu l'occasion de déclencher notre balise de détresse, qui était notre moyen de ralliement avec la Terre, quelque part. Et donc, on se retrouve un petit peu en survie ici. Le bateau commence à se disloquer. On s'est retrouvé en attente, c'est arrivé à 5 heures du matin. Et puis, on s'est retrouvé pendant 12 heures sur le pont dans cette situation-là, à attendre peut-être que les secours viennent, puisque au final, on se retrouve avec un bout de plastique dans les mains et on ne sait pas tellement si ça va aboutir. Donc, la plupart du temps, on sait que les balises fonctionnent bien, mais là, tant que tu as un bout de plastique, et puis plus le temps passe, plus on se dit si ça peut ne pas marcher. On était à 200 000 des Açores, donc pas forcément très loin en avion. Et donc, on se dit, dans quelques heures, on va un avion de recherche qui vient de survoler. Et finalement, l'avion de recherche, il est passé, mais à 17 heures, pas à 10 heures. Donc, on a attendu quelques heures sans savoir ce qui allait se passer. Et puis, l'avion de recherche est arrivé et on s'est dit, on nous a envoyé du matériel pour attendre, en attendant un cargo qui vient de nous récupérer. Et là, on a vu un hélicoptère qui est venu pour nous récupérer. Donc, on a été éditroyés à peu près dans ces conditions-là, puisque là, on est peut-être un quart d'heure avant notre éditroyage. Donc, je précise également, Louis, c'est que le bateau s'est rempli d'eau et a rendu inaccessible le canot de survie qui était à l'arrière, qui était plongé sous 1 mètre d'eau. Donc, le bateau, vous voyez qu'il était à la limite de sombrer. Et donc, ils étaient dans cette situation-là, en train de regarder la montre, de savoir si la balise avait été activée et si les secours étaient alertés. Alors là, le but, c'est pas de faire du sensationnel sur l'histoire, parce que c'est une partie de vie. Maintenant, c'est vrai, une des problématiques, c'est que les radeaux de survie sont positionnés à des endroits sur les bateaux, et il y a toujours un moment où ça peut ne pas être accessible. Et dans notre cas, il était ici, ça pouvait être bien dans certaines situations, sauf que là, le bateau est coulé par l'arrière, il était sous 1,50 m d'eau, avec le gréement juste derrière, donc inaccessible. Donc, notre chance de pouvoir être récupéré, c'est de rester sur ce bateau, qui ont de la flottabilité à bord de ces bateaux-là. Donc, dans la tête des architectes, on m'avait toujours dit que le bateau ne peut pas couler. Donc, on était là, je me dis, on dit que ça ne peut pas couler, c'est pas possible. Donc, après, après cet événement-là, qui a marqué un peu aussi dans la course au large, en tout milieu, parce que c'est quand même des petits milieux, que ce soit les projets Vendée Globe et ces bateaux-là. J'ai fait pas mal de retours par rapport à ce qu'on pouvait changer ou modifier dans le matériel de sécurité. J'ai pu intervenir aussi au briefing sécurité du Vendée Globe pour amener quelques idées, quelques modifications. Et puis, dans la jauge de ces bateaux-là, donc on a dit les bateaux ne peuvent pas couler. Oui, ok, c'était bien. Par contre, ça serait peut-être pas mal d'en rajouter un petit peu de damousse pour se flotter peut-être 10 cm plus haut. Donc, ça a amené notre histoire qui était peut-être problématique. Heureusement, on est revenu à 2. Et voilà, sinon, je pense que j'aurais rien relancé comme projet derrière. Et là, on a eu la chance de pouvoir revenir tous les deux. Et donc, notre histoire, elle a servi, j'espère, à d'autres et puis pour éviter ce genre de situation. Mais bon, on va parler de choses plus intéressantes, puisque ça, c'était une avarie et une fortune de mer qui forcément n'arrive très rarement, mais arrive quand même de temps en temps. On a eu l'occasion de lancer un nouveau projet, que vous avez pu voir sur la vidéo tout à l'heure, et ça, c'est quand même beaucoup plus sympa, même si ça peut arriver. Et donc, on a eu, après cette histoire de perte de bateau, il y avait plein de solutions qui s'ouvraient à nous. Et donc, il y avait une des solutions, une des idées qui était de dire, déjà, on arrête tout, puis on reprend une vie un peu plus normale. Et ça, c'était pas trop mon truc.
Et puis, il y a eu une idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne relancerait pas la même chose, se dire, on refait un classe 40 tout neuf, avec des nouvelles évolutions. Mais je ne me retrouvais pas dans ce genre de projet. J'avais déjà vécu beaucoup d'années à courir sur ce circuit-là. Et puis, je me dis, on avait fait un projet qui était tellement génial avec ces évolutions, cette technologie, que je ne voyais pas comment on referait mieux. Et donc, ça ne me plaisait pas, en fait, finalement, l'idée de revenir sur ce circuit-là. J'avais pris énormément de plaisir sur ces courses-là, appris énormément d'expérience, mais j'avais envie de passer à l'étape du dessus, c'est-à-dire essayer de passer dans la phase des IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe. Donc, par contre, ben, financièrement, c'est une étape en plus, hein. Donc, on est reparti sur un projet où pas forcément de partenaire derrière, un petit peu d'argent, puisque ben, on avait été assuré sur la perte totale du bateau. Donc, on a un peu de moyens, mais pas forcément énorme non plus. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution devant nous. Et donc, je connaissais l'histoire de ce bateau qui avait subi un incendie au départ de la Java 2019, hein, à laquelle on était au départ avec Aurélien. Et donc, bah, ce bateau était à Caen, ça tombe bien, je ne suis pas forcément très loin de cet endroit-là. Et puis, bah, j'ai commencé à imaginer le fait de pouvoir racheter ce bateau. Donc, on a commencé à se projeter, d'en voir qu'est-ce qui est faisable de faire. Et puis, on a fait une offre pour racheter le bateau à l'état accidenté. Cette offre-là, elle a mis 6 mois à être acceptée. Au bout de 6 mois, donc, les propriétaires, qui étaient l'ancien sponsor, hein, ont accepté de nous le vendre à un prix raisonnable. Et donc, on a entrepris déjà d'expertiser tout ce bateau et puis de lancer les travaux. Donc, il y a effectivement, comme dans la vidéo, il y a une phase d'analyse, hein, l'analyse de la case, de ce qui est sauvable à bord du bateau. Parce que moi, j'aime bien commencer par les bonnes nouvelles, donc savoir comment on peut réparer. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'en épluchant tout le bateau, on pouvait sauver énormément de choses. Par contre, il fallait passer du temps. Et puis, on s'est dit, OK, donc bah, pour réparer ce bateau-là, on est en mesure techniquement de le faire. On va créer une équipe de professionnels pour réparer ça dans les règles de l'art. Donc, on s'est entouré de gens extrêmement bons et des gens du métier, de chaque métier d'ailleurs. Et puis, derrière, il faut réunir une somme d'argent pour réparer le bateau. Donc, on avait ce qu'il fallait pour acheter, commencer des travaux, mais pas du tout pour aller jusqu'à la fin des travaux. Et donc, pour ça, il a fallu trouver une solution. Donc, on peut l'emprunter à la banque, mais quand on va voir la banque en leur disant que on vient d'acheter un bateau cassé, qu'on n'a pas forcément de sponsor derrière, il faut emprunter 300 000 euros, ils nous regardent bizarrement. Donc, on a essayé d'imaginer d'autres solutions. Sur le net, on trouve d'autres solutions. On voit il existe des plateformes de ce qu'on appelle le pro-lending. On peut présenter des projets, les placer, et puis quelques personnes peuvent investir dessus. Donc ça fonctionne plutôt assez bien pour agrandir un bâtiment, pour faire plein d'autres choses. Et je voulais placer ce projet-là là-dessus. Simplement, c'est des taux qui sont extrêmement élevés, entre 8 et 10%. Donc, je dis, bah, l'idée est super, mais concrètement, nous, on ne sera pas en mesure de financer 8-10% d'intérêt. Par contre, je dis, mais finalement, la plateforme, elle sert à quoi? Elle sert à rendre visible le projet. Et nous, quelque part, avec nos projets, on peut peut-être être visible différemment. Et puis, donc nous, bah, on s'est dit, on va essayer de voir si on peut le faire en interne. Sauf qu'on sait que c'est très facile d'organiser des dons, mais organiser des prêts, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on a eu la chance de rencontrer d'abord un gestionnaire de patrimoine qui m'accompagnait dans une école de voile un peu plus loin, dans la Manche, et qui m'a expliqué qu'il y avait des systèmes dans la limite de 150 personnes qu'on pouvait organiser. Et donc, au bout d'un moment, on a trouvé le système du prêt obligataire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce système-là. Le prêt obligataire, ça permet de rentrer, c'est une forme d'actionnariat sans être actionnaire d'une entreprise. C'est-à-dire que tu formes un groupe de gens qui investissent avec un contrat bien défini, derrière des avocats, derrière toute une réglementation, qui permet de faire investir avec un règlement très précis qui est mis en place par nous-mêmes, dans la limite de 150 personnes investisseurs. Donc ça, c'était le système qu'on a mis en place, qu'on a appelé « Votre épargne autour du monde ». Donc nous, à l'origine, le but, c'était de dire on propose à tous ceux qui veulent nous accompagner de le faire. Bon, après, on a compris qu'il fallait être limité à 150. On s'est dit, peut-être qu'on peut arriver avec 300 euros, ça peut multiplier énormément de monde. Et le but, c'est de faire profiter ça à tout le monde. Et puis, ça pourra permettre de donner un peu de visibilité au projet, de crédibilité. Donc, au début, on pensait mettre en place ce système-là au mois de décembre. Puis finalement, ça s'est mis au mois début avril, le temps de monter tout le projet. Et donc, début avril, on a lancé l'opération, on avait communiqué un petit peu en amont. Et donc, en quelques semaines, on a récolté bien plus que ce qui était imaginé. Donc, notre budget global maximum était de 300 000 euros à récupérer comme ça. Et finalement, on s'était dit, bah, si on récupère entre 150 et 200, déjà, ce sera pas mal. Et au final, on a atteint 300 000 rapidement et même plus. Mais du coup, on est obligé d'en rembourser. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller plus loin que notre prêt obligataire. Parce que le prêt obligataire, le principe, c'est quand même qu'il faut rendre l'argent. Et donc, nous, ce qu'on propose, en fait, ce qu'on a proposé, c'est aux gens d'investir avec nous sur notre outil de travail, ce qui nous permet de remettre en état notre bateau, mais ça ne finance pas, absolument pas, le budget de fonctionnement. Ça, c'est l'outil.
Par contre, derrière, il y a des frais d'inscription de course, d'assurance, de préparation, tout ça. Et ça, c'est autre chose. C'est un budget de contenance et l'utilisation du bateau. Donc, nous, on a proposé de nous aider, d'être les premières pierres de notre projet, à investir avec nous pour nous permettre d'avoir un outil qui nous permet d'être visible. Donc ça a plutôt bien fonctionné, puisque ça nous a permis, je vais peut-être passer une petite table plus, hop, un petit peu de chantier, ça nous a permis de rendre visible tout le projet et puis d'avoir des partenaires qui commencent à arriver avec nous. Donc on a eu un premier engagement récemment d'une entreprise qui s'appelle Lantana Paysage, qui vient sur une partie du budget et toujours en recherche de la suite. Donc là, on voit un petit peu d'image de ce qui s'est passé. On voit que ce n'était pas pour rien comme les dégâts. Donc de l'extérieur, c'était génial parce que le bateau, il était nickel. Le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, il y avait quand même beaucoup de pièces qui étaient abîmées. Donc on avait ce qui tient la cloison de notre bar, la cloison d'outrigger, qui était des pièces un peu structurelles qu'on a changées. Donc on a été voir un chantier qui nous a construit ces pièces-là, en des matériaux un peu raisonnables. On essaie aussi de sauver un maximum de choses. Et dans ce chantier, on avait aussi l'objectif donc déjà de réparer, donc de sauver le bateau, mais aussi de se dire on va en profiter pour modifier et améliorer le bateau. Et donc on a commencé à détruire bien plus de choses qui étaient prévues à l'origine pour améliorer et rendre le bateau performant. C'est que ce bateau-là, une petite histoire. L'histoire, c'est qu'il est né sous les couleurs de PRB. Et il y a une époque qui s'appelait Maître Coq. On connaît bien Maître Coq, je crois. Groupe LDC, Hein, le leader européen de la volaille. et un client de groupe. Dans la voie de serre, un grand client. On accompagne depuis 20 ans. Et il se trouve que ce bateau-là aussi, c'était un bateau sister ship, donc le bateau identique à quelques modifications près du bateau de Jean Le Cam, Yes Le Cam. Là, pour le coup, je suis sûr que vous connaissez tous normalement. Donc voilà, ce bateau-là, donc Jean Le Cam, son bateau, c'était exactement les mêmes bases, les mêmes modifications d'origine. À un moment, ce bateau-là, il avait arrêté d'évoluer, alors celui de Jean avait continué à optimiser. Et donc nous, pendant ce chantier, on s'est dit, on va essayer de se rapprocher le plus possible du bateau de Jean Le Cam. Donc voilà, ça c'est l'histoire du bateau qu'on essaie d'avancer. Là, on en est que on est en train de, là où il n'y a plus de toit, on voit le bateau à l'intérieur et on est en train de, normalement aujourd'hui, ils ne m'ont pas appelé encore, mais normalement aujourd'hui, ils sont en train de recoller ce qu'on appelle le roof, donc la partie qui fermera la boîte. Donc là, on est fin juin, à la fin du mois de juin, on aura terminé tout ce qui est matériaux composites et on va attaquer l'intégration de plein de matériel. Donc il y a l'hydraulique, il y a l'électricité, il y a l'informatique, il y a l'accastillage, il y a toutes les pièces annexes. Et donc, on espère pouvoir être au mois d'août dans l'eau. Un petit programme de navigation sur l'eau. Le bateau dans l'eau, mais nous sur l'eau. Et donc, on a un petit programme de navigation. Donc, à l'origine, c'était absolument pas prévu qu'on puisse être au départ d'une grande course cette année. Et au vu du temps qu'on a mis à réparer, des choses qu'on a pu sauver à bord, on s'est dit qu'on pouvait mettre le bateau en mode compétition à l'eau au mois d'août, ce qui était absolument pas prévu en amont. Et donc, il y a quelques mois, j'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit écoute, j'aimerais bien t'aider à faire développer ce projet-là, à rechercher des partenaires. Et puis, est-ce que tu crois que comment ça se passe? Tu pourrais être prêt pour la Prendre Jacques Vabre cette année? Au début, c'était non. Puis en réfléchissant, au final, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher? À part de la recherche de financement, finalement, techniquement, c'est pas impossible. Et donc, on va se battre pendant quelques mois ensemble pour rechercher les partenaires nécessaires pour y aller. Et puis si ça peut, on ira en novembre. Cette personne-là, c'est Marie Tabarly, donc la fille du navigateur Eric Tabarly. Donc notre programme cette année, c'est de participer à la prochaine Jacques Vabre. Donc on est sur une découverte globale du bateau, puisque là on change de catégorie. Autant la classe 40, c'est des bateaux que je connaissais par cœur, donc on met sur n'importe quel bateau et très rapidement on peut être à 100%. Là c'est des bateaux bien plus gros, bien plus compliqués, avec de la technique, des types ondulaires, des dérives, tout un tas de choses. Et donc on doit appréhender le fait de changer de catégorie, de découvrir tout ça, de découvrir aussi ce bateau. Donc on espère être au départ de cette course-là sur la 30 Jacques Vabre pour faire une découverte, nous permet aussi de commencer des qualifications en vue du prochain Vendée Globe. Donc l'année prochaine, cette année, c'est la 30 Jacques Vabre. L'année prochaine, on a la route du Rhum. Le but, là, c'est d'arriver sur un projet bien au point avec un bateau performant. Dans la limite, on n'est pas sur des bateaux foilers, comme vous avez pu voir sur le Vendée Globe, mais sur des bateaux très raisonnables en termes de bateaux à dérive. Et tous les ans, l'objectif, ça va être de modifier un petit peu ce bateau pour arriver le plus performant possible au départ du prochain Vendée Globe. Donc en 2023, une autre 30 Jacques Vabre, et puis 2024, on a l'aboutissement à terme du Vendée Globe. Ça, c'est l'objectif ultime de ce projet.
J'espère que tout ça, ça vous a globalement un peu plu. Voilà, on est sur un projet qui a de grosses ampleurs, qui est en train de prendre, et on est vraiment au tout début de ce projet. Alors, en conclusion, vous aurez compris que Louis représente bien la capacité à rebondir dans son parcours. Je pense qu'en 2005, quand on s'est rencontrés, depuis, tu n'as pas trahi les valeurs que tu exprimais à l'époque. C'est un jeune homme. C'est l'envie de continuer. Et donc, dans cet environnement qui est un environnement, l'environnement de la course au large, qui est complexe, qui est aussi complexe que le nôtre du monde industriel, quand ça bouge, quand il y a des phénomènes qu'on vient de vivre depuis 1 an et demi, il faut avoir la capacité à s'adapter. Dans le métier de la course au large, les contraintes sont multiples. La météo, l'environnement, la voile, la course au large, c'est un sport mécanique avec ses capacités, aussi ses faiblesses. Il y a des limites. La preuve, c'est que quand il fait l'avant-dernière transat, c'était la Route du Rhum, une pièce qui n'est pas plus grosse que le pouce casse par un sous-dimensionnement d'un sous-traitant, et que le bateau, le sister ship, pour lequel il avait prêté les moules de fabrication, lui gagne. Et donc, ça se joue à très peu de choses. Il y a aussi des facteurs humains, parce que c'est de la course en solitaire, c'est beaucoup de contraintes. Dans des transats, c'est 3 semaines. Dans le Vendée Globe, c'est 3 mois. C'est ça, il faut tenir. Et nous, dans nos métiers de prix, on a aussi beaucoup de pression les uns les autres, les managers. Et donc, lui représente bien cet aspect, cette capacité à rebondir. Les valeurs que Louis porte, c'est les valeurs de l'engagement, d'aller jusqu'au bout. Et il l'a montré quand il a eu une rupture sur l'été, il n'a pas fait de pièce de quelques centimètres qui casse. Il a fait escale, il s'est fait réparer et il est reparti. Tant pis, il a terminé 18e. Mais nous, derrière, on était tous motivés au jour le jour à vérifier qu'il allait gratter. Il est parti, il était 26 ou 27e. Ce qui était important pour nous, c'était sa capacité à remonter. On savait qu'il ne terminait pas premier. En tout cas, il a remonté un paquet de concurrents parce qu'il voulait démontrer à nous qui étions sponsors qu'il respectait son engagement. Ça, c'est très fort. Donc, c'est vraiment des valeurs fortes. Et puis, je dirais, c'est un sport qui est apprécié aujourd'hui, au-delà de ce que peuvent attendre des investisseurs dans le sponsoring, avec la notoriété d'entreprise qu'ils attendent. En interne, en communication interne, je peux vous assurer, puisque je participe depuis un certain nombre d'années, que lorsqu'on fait des vacations, 1 fois ou 2 fois par semaine, pendant les transats, nous, on est un peu au chaud, et que lui, il est dans la baston, comme on dit, en live, j'ai été impressionné par le côté posé du personnage. À un moment donné, on entendait les rouleaux qui explosaient sur la coque. On avait quelqu'un qui était posé à nous expliquer qu'il avait pris des dispositions justement pour arriser les voiles, pour faire que le bateau puisse passer dans cette baston, et que on vivait la séance avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça crée un projet interne, c'est un projet sur lequel on va chercher l'excellence, le respect des engagements. Et je remercie beaucoup Louis d'être fidèle à ces valeurs qu'on avait identifiées chez lui très tôt. Et je lui souhaite surtout une bonne continuité parce que son projet, c'est effectivement de tendre, aller jusqu'au Vendée Globe, qui est le Graal et l'Everest des navigateurs. Alors, il ne fera peut-être pas premier, comme le Vendée Globe, mais en tout cas, je lui souhaite de pouvoir réunir toutes les conditions pour y arriver. Merci. Bon courage. Moi, j'en avais une, Louis. Bon, je me souviens qu'on avait fait le tour de l'île de Troyes ensemble, on a fait ton classe 40 avant. 2019. Mais j'avais été assez surpris, parce que je suis vraiment pas un spécialiste du peu d'équipement qu'il y a à l'intérieur. En fait. Et en fait, je me posais la question par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure de ton IMOCA, que tu veux perfectionner justement des globes. Et parce qu'on est à la ruche, tu as des objets connectés, tu fais de la supervision de données, ou des choses comme ça, on est où par rapport à ça? Alors, ce qui se passe sur ces bateaux-là, on a les moyens de communication à bord. Donc, sur les classes 40, ça serait dirigé à du net, mais du très très bas débit. Et là, sur les IMOCA, on a des systèmes un petit peu plus pointus qui nous permettent de faire des visios à bord du bateau.
Mais tu peux collecter de la donnée sur le comportement ou Ah oui. les améliorations que toi tu apportes, c'est uniquement ton. On parle des centrales de navigation. Ouais. Alors, déjà, effectivement, sur ces bateaux-là, il y a beaucoup plus d'efforts sur les classes 40, donc ça nécessite des jauges de contraintes sur tout le bateau pour contrôler et enregistrer. Et donc, en permanence, on a des logiciels qui travaillent, qui recentralisent toutes les données et qui nous permettent d'avoir une analyse sur les efforts en place sur le bateau. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on imagine en amont, ce qui est dessiné par les archistes et les ingénieurs, et ensuite, on va essayer de voir si ça correspond avec la réalité. Souvent, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Et donc, ça permet aussi de réajuster. OK, bon, on sait qu'il y a des pics d'efforts qui ne correspondent pas avec ce qui était prévu, donc ça permet de renforcer les bateaux. On a un grand dilemme sur les bateaux de course, c'est-à-dire qu'on veut être le plus léger possible pour aller le plus vite possible, et en même temps, à un moment, il faut que ça passe dans la mer formée, il faut aussi qu'on passe pour finir les courses. Et donc, souvent, on fait 2 pas en avant, et puis on recule 2, 3, puis hop, petit à petit, et puis on continue à renforcer le bateau. Mais tant qu'il ne casse pas, finalement, on a tendance à vouloir réduire un petit peu les échantillonnages, et puis augmenter la puissance. Donc maintenant, on a vu que sur les derniers bateaux du Vendée Globe, ils les font presque voler. Donc ça met des contraintes énormes. Donc au début, on met des petits cols, ça décolle un tout petit peu le bateau. Puis après, on commence à faire des trucs beaucoup plus grands. Et donc ensuite, on arrive à d'autres problématiques, donc des modifications de carène, des modifications de bateau, de pièces qui cassent, des voiles qui changent. Et donc ça, c'est passionnant aussi parce que notre métier, il est aussi, à la fois, on est des pilotes, mais aussi, on a besoin aussi de voir un petit peu de l'avant pour imaginer des nouvelles technologies et puis des nouvelles évolutions. Moi, c'est ce qui me passionne aussi dans ces bateaux-là. Donc, tu fais aussi de l'industrie du futur, finalement, parce que la connexion, de récupération de données, c'est une méthode agile, parce que tu vas par petits pas, tu acceptes de te tromper, tu reviens en arrière. Je pense exactement comme dans le développement de chaque industrie, on a une vision, on sait où on veut aller, et par contre, il y a des chemins différents pour y arriver, et puis on essaye, on développe des choses, et puis sur le papier, c'est magnifique, et puis quelquefois, il y a des petits bugs, on essaie de corriger, et puis en final, à la fin, on arrive à ce qu'on veut, et quelquefois mieux que ce qu'on veut. Il faut capitaliser en expérience dans cet environnement-là, qui est un environnement changeant. On va observer lors de la transat Jacques Vabre, il y a un certain temps que les conditions météo des précédentes transats avaient été relativement clémentes. Et donc, les architectes avaient réduit les échantillonnages sur les bateaux. Et il se trouve que lors de cette transat Jacques Vabre, qui part du Havre pour aller à Salvador de Bahia, c'est ça. Je crois que c'était la route. À la sortie de la Manche, on a pris une vaste porte-roue. Et sur l'ensemble, il y avait une flotte, je ne sais plus, il y avait une douzaine ou une quinzaine de trimarans. Il y en a un ou deux qui ont sorti, les autres sont cassés. Parce qu'ils avaient, pris comme condition d'entrée les dernières transats. Et comme les conditions météo étaient plus légères, ils avaient réduit un peu. Le jour où il y a eu une vraie tempête qui est arrivée, ils sont tous à l'eau tapis. Donc, il y a beaucoup d'expériences à acquérir, beaucoup de données à intégrer. D'un autre côté, il y a aussi une évolution sur les matériaux. Les matériaux composites, ça a été, je dirais, une rupture technologique, comme nous, on vit dans nos entreprises, qui nécessite de reconsidérer la conception et en profondeur, parce que l'architecture change. On ne peut pas changer la matière, on change l'architecture, parce que c'est des engins qui ont des efforts, c'est du sport mécanique, même si c'est sur l'eau. Et puis après est arrivée la deuxième rupture technologique, c'est celle des foils, où le bateau, Si je vous demandais de vous avancer. On ne vous entend pas en fait. N'hésitez pas à venir, parce qu'on ne vous entend pas en ligne. Pour les personnes en visio, voilà, merci beaucoup. Excusez-moi. Donc le bateau aujourd'hui, les évolutions, les bateaux avant, on les voyait naviguer sur l'eau, tracer leur sillon à la force du vent. On est passé après à un mode où les bateaux deviennent déluges. C'est le cas des classes 40 et des IMOCA, où à un moment donné, on les fait surfer sur l'eau. Et maintenant, on est passé au stade de les faire voler sur l'eau. Et donc, toute l'architecture, toutes les bases de données, les calculs, ont changé. Voilà. C'est un monde dynamique, c'est un monde qui s'adapte en permanence, et c'est un monde de compétition, comme nous. Parce qu'il faut en permanence franchir des étapes et optimiser. Et ces bateaux-là, en fait, ils sont réglés, ils sont quand même gérés par une jauge. Et la jauge, quand on voit que les coureurs ou les architectes développent des choses, à un moment, la jauge, attention, il faut bloquer parce que là, ça va trop loin. Donc, il faut mettre des minimums d'efforts, des surfaces sur les feuilles, de limiter les tailles pour que les architectes ne partent pas non plus dans des folies. Et puis, on puisse permettre aussi de faire terminer les bateaux pour que les bateaux terminent le plus les courses, parce qu'au final, le but, quand même, à la fin, c'est ça.
Donc, heureusement, il y a des groupements de gens qui, à un moment aussi, mettent les points sur la table pour dire stop, il faut arrêter ça, il faut limiter les choses pour continuer à aller dans le bon sens et développer et continuer d'améliorer ce qui est déjà en place. Donc, effectivement, sur les IMOCA, on a des foilers, des bateaux qui commencent à décoller, et il y avait des évolutions qui étaient prévues possibles, notamment de pouvoir les faire voler complètement, et ça supposait mettre ce qu'ils appellent des plans porteurs sur les systèmes de direction. Là, les bateaux, ils ont été complètement au-dessus de l'eau. Simplement, dans la mer formée, on sait que pour l'instant, c'est assez compliqué de gérer ça. Donc, ils ont calmé les évolutions en disant, maintenant, on va surtout fiabiliser l'ensemble des machines pour qu'au prochain Vendée Globe, les foilers puissent terminer sereinement. Une question par rapport à ça, par rapport à la gestion du risque et l'innovation. La jauge, c'est un moyen d'encadrer ça, limiter les risques. De votre expérience personnelle dans le développement de bateaux, aller chercher l'amélioration de la performance en innovation, comment vous faites cette analyse de risque, cette balance entre. Moi, je sais quand même vous qui êtes sur le bateau, c'est un peu particulier, j'imagine. Le risque, il prend une réelle problème pour vous. C'est très complexe, mais je pense que ça, on retrouve ça dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'on a des pilotes qui ont, de toute façon, les compétiteurs, ce qu'ils veulent, c'est que ça aille le plus vite possible. Les ingénieurs, ce qu'ils veulent, c'est que ça aille le plus fort possible aussi. Tout le monde pousse, et puis d'un coup, à un moment, on s'aperçoit que ça va trop loin. Et donc, le coureur, à un moment, il y a des différents types de profils. Donc, il y a des coureurs qui disent, de toute façon, maintenant, c'est le foiler, il faut voler, et c'est comme ça. Et puis, il y a eu d'autres coureurs aussi, comme Jean-Luc Cab, qui ont essayé de freiner ça énormément. Et donc, ça, je pense que c'est l'expérience qui fait que tu as des petits jeunes qui veulent que ça vole, on va mettre 2000 mètres de plus par ici, voler un tout petit peu mieux. Puis, un coup, tu as le vieux briscard qui arrive, et il dit, non, mais ok, c'est bien votre truc qui vole, mais c'est pas encore fiable. Et au final, il a montré qu'avec un bateau qui ne volait pas, il était beaucoup plus serein qu'avec d'autres technologies. Donc, le coureur, il doit aussi avoir un rôle à un moment de dire stop, parce que les ingénieurs, c'est pas eux qui sont en mer. Donc, ils conçoivent les bateaux le mieux possible, comme ils peuvent l'imaginer. Maintenant, il y a toujours des différences entre ce qui est modélisé sur les ordinateurs et puis la réalité. C'est là où il y a un bug dans la voile. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile à modéliser, c'est l'état de la mer et les efforts qu'on a sur les bateaux dans la vague. Parce qu'on a des bateaux qui peuvent naviguer donc, à plus de 40 nœuds maintenant. Alors, les IMOCA, c'est 30, 35 nœuds. Mais ce qui est difficile à quantifier, c'est les efforts qui se passent quand tu passes d'une haute vitesse à un frein direct dans un mur. Parce qu'une vague, quelque part, ça peut te transformer en mur. Et donc ça, c'est des transferts d'énergie et d'efforts qui sont très compliqués à modéliser. Et c'est là où on a encore des problématiques. Et donc le coureur, à un moment, il doit retranscrire. C'est là où l'intérêt du coureur un peu technique, et il est extrêmement important. C'est-à-dire que le coureur, à un moment, il doit dire attention, ce qu'on fait là, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et quelquefois, on fait des retours en arrière grâce à ça. Et ça, c'est chaque coureur qui a sa capacité d'analyse à ce niveau-là. Il y a 2020 qui reste au cœur quand même de cette haute technologie et de cet environnement mouvant. Et il est là pour vous parler parce qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Il y a eu des pertes de vie quand même sur le Vendée Globe. Et que justement, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. C'est qu'il n'y a pas un objectif, c'est de ramener l'homme à l'autre bout. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est d'être écouté. Parce qu'on voit bien dans l'entreprise, on n'écoute pas toujours l'expérience. Le seul truc, c'est que c'est la grande différence avec certains projets. Il y a des projets où les coureurs sont des pilotes et donc ils viennent à la fin. Et puis il y a des projets où le pilote, il est d'abord meneur du projet. Moi, c'est un peu mon cas. Après, je ne suis pas sur des foilers. Donc, les pilotes d'essai également. Dans d'autres systèmes. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont menés par le coureur, donc la recherche de sponsors, la gestion du projet, le choix des architectes et les choix technologiques. Et moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est d'être dans la globalité de ce genre de projet, pas être que le pilote. Et donc là, c'est eux qui mettent le curseur risque là où ils veulent. Donc ça, c'est vraiment, chaque projet est différent là-dessus. Justement, un projet comme ça embarque combien de personnes? Parce qu'on voit et on sait qu'au début, c'est il y a combien de personnes derrière? Il y a aider à construire et puis après, vous aider pendant... Alors nous, sur le projet, en termes de réparation, on est 7 personnes à plein temps en ce moment. Alors, à l'année, on va dire que les équipes d'IMOCA, ça tourne entre 4, 5 et 15 personnes à plein temps. Donc, ça comprend le développement, ça comprend les modifications de bateaux, les chantiers, les révisions. Et puis derrière tout ça, donc ça, c'est le team réel dans l'équipe. Par contre, derrière, il y a des constructions de web, il y a des constructions de pièces, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique. Et tout ça, ça remonte énormément de monde. Donc après,
les gens qui fabriquent les voiles, ils ne font pas que les voiles que d'un seul bateau, donc ils font avec d'autres choses. Mais c'est une véritable industrie, et notamment à Lorient, qu'ils connaissent bien, puisqu'ils sont basés là-bas. À Lorient, il y a une base qui était à l'origine une base sous-marine qui a été remise à jour pour la course au large. Et donc, on trouve tous les corps de métier très pointus dans ce domaine-là, et ça a créé une vraie économie, cette histoire-là. Et donc, à la fois, chaque team embauche du monde, et en même temps, ça crée aussi des business et des entreprises et du développement autour de ça. Donc, c'est énormément de monde derrière. Il y a ce qui est communication, donc ça suppose un peu d'attachés de presse, des gens qui organisent ça, les webmasters, des sites internet, et puis derrière, il y a les partenaires, et surtout les clients des partenaires, tous ces gens-là qui viennent dans cette histoire-là. Donc, un projet, en fait, autour du projet, c'est vite des centaines de personnes qui arrivent. Et réellement, dans les teams, dans les équipes, c'est entre 5 pour les petites équipes et peut-être 15 pour les grosses équipes. Et c'est vous qui gérez après tous ces métiers-là? Alors, chaque projet est différent, dans mon cas, oui. Peut-être mal, d'ailleurs. Mais effectivement, mon rôle en ce moment aussi, c'est d'être un peu chef d'entreprise et d'arriver à gérer tous les corps de métier. Moi, je ne suis pas électronicien, je ne suis pas champion du composite. Par contre, à un moment, je dois aussi organiser le fait que tout le monde s'entende. Parce que là, clairement, je suis en plein dedans. En ce moment, on est 7 à bord, ça fait plusieurs mois que ça bosse dur. Et donc, on se retrouve aussi à des moments avec des difficultés, des gens qui peuvent devenir en conflit alors qu'ils s'entendent bien. Et là, à un moment, si le patron il est là, tout ça arrive à se lisser. Puis moi, je vois bien, il y a quelques fois, je me suis absenté. Puis il y a des conflits qui se créent. Le petit jeune qui arrive, qu'on a embauché, qui se retrouve aussi être un petit peu la personne qui ramasse un peu tout, parce que les vieux commencent à montrer. Mais si tu reviens un petit peu dans l'histoire, finalement, on voit qu'il y a la transmission qui réapparaît, il y a plein de choses qui reviennent. Ça, c'est vraiment sympa. Et par contre, on voit bien qu'il y a de la gestion humaine aussi énormément derrière tout ça. Et donc, moi, je ne suis pas champion de chaque domaine. Par contre, mon rôle, c'est d'avoir une connaissance de tous les domaines pour savoir aussi dire stop à un gars qui est extrêmement pointu en électronique. OK, ton truc, c'est vachement bien. Attention, là, on est sur un projet où d'abord, il faut que ça aille au bout et on n'est pas à développer ce produit-là. Dans 5 ans, peut-être. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Donc, mon rôle à moi, il est de mettre les curseurs à chacun pour que le produit puisse fonctionner à son niveau financier aussi. Parce que si on laisse faire un électronicien, il va passer des heures sur un tout petit truc. OK, super, mais là-bas, ça ne marche pas. Donc, mon rôle, il est clairement d'organiser l'ensemble pour voir la finalité du projet. Et je pense que ça, on retrouve ça dans chaque projet de construction ou de projet qu'on puisse vendre à des partenaires. Donc, moi, mon rôle, il est à la fois, en ce moment, je suis chef de chantier, mais je suis aussi en recherche de partenaires. Quelquefois, je viens présenter des projets. Donc, je passe quelquefois de la chemise à la chaussure de travail, à la chaussure de sécurité. Des fois, je mélange un peu les deux. Et donc, moi, je suis en permanence, je suis tous les jours dans le chantier. Et par contre, ce qui me différencie ce que je faisais avant, c'est qu'avant, j'étais aussi tout le temps les mains dedans. Et là, c'était difficile cette année, mais je me suis sorti du côté technique. Xavier qui est ici, il peut le témoigner, puisqu'il est venu me filer quelques coups de main pendant 2 ou 3 jours. Et il a vu que finalement, moi, je faisais rien sur le bateau. Alors d'habitude, je faisais beaucoup de choses, et là, du coup, mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble, en fait, quelque part. Et à la fois le commerce, le côté commercial, et puis le côté technique. Le chantier, il se trouve où? À Caen. Voilà. Dans un chantier qui s'appelle VD2. Et ce chantier-là, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il existe. Et il a préparé les bateaux qu'on a pu connaître du temps de Christophe Auguin, Hélène MacArthur, Mike Golding, qui étaient des gens qui étaient un peu l'élite de ces circuits-là à une époque. Et donc, ils avaient créé un outil de travail qui était extrêmement bien pour ces bateaux. Parce qu'il faut savoir que c'est des bateaux qui ont 4,50 m de tirant. C'est-à-dire que pour pouvoir flotter, c'est des bateaux qui ont besoin de quasiment de 5 mètres d'eau. Et donc, c'est-à-dire que quand c'est à pied, le bateau, il est perché à 5 mètres de haut. Ça suppose des échafaudages, tout un tas de structures. Et donc là, c'est un chantier avec des fosses qui mettent la quille dans la fosse. Et donc, du coup, le bateau peut revient à taille correcte. Donc, il a été aménagé pour ça. On a la grue à côté de l'eau. Il y a un canal qui remonte jusqu'à Caen, qui permet d'avoir les bateaux près derrière le chantier. Il y a du hangar. Voilà. C'est un bateau qui a beaucoup de structures qui permet d'accueillir et qui a la connaissance aussi de ce genre de bateau. Et moi, ça m'a beaucoup soulagé au tout début, parce que quand on a racheté ce bateau qui était du coup dans le chantier, à un moment, pour l'instant, au début, je n'avais pas d'équipe, on n'avait rien. Le chantier, OK, les quilles, c'est simple, on fait comme ça, on fait tout ça. De la quille, on fout dans le hangar, hop, c'est réglé. C'est pas mal comme ça aussi. Alors qu'à dans d'autres endroits, typiquement à Lorient, si tu n'es pas une équipe professionnelle mise en place, là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu es voué à toi et tu es livré à toi-même. Donc là, l'avantage dans ce chantier-là, c'est qu'on a les compétences qui nous permettent de pallier petit à petit et puis de prendre en main petit à petit ce projet. Donc là, petit à petit, on s'est entouré de gens qui connaissent bien tous ces domaines-là et moi, je suis en train aussi d'acquérir énormément d'expérience technique, donc de comprendre ce qui nous permet d'évoluer aussi après.
Moi, j'ai une question. Typiquement, parce qu'on a parlé beaucoup du bateau, mais le pilote, c'est dans l'histoire. Comment vous préparez mentalement et physiquement pour repartir 3 mois au large? Alors, il y a quand même une épreuve particulière, notamment sur le sommeil, notamment. Comment vous vous préparez avant? Alors, il y a plein de choses à raconter. Déjà, il faut bien comprendre que effectivement, ces 3 mois, c'est long. Simplement, c'est peut-être 20 ans de travail en un. Ça veut dire que finalement, ces 3 mois, c'est rien par rapport à toute la vie. Donc, finalement, moi, je considère un Vendée Globe comme un aboutissement d'une carrière, quelque part, et pas comme un truc qui va nous lancer. Et surtout, c'est l'aboutissement des années de travail, de ce que je rêve depuis des années. Et donc, je le prépare quelque part depuis 15-20 ans, tout ça avec mon histoire de mini transat au début, de réparer un mât, de bricoler. Donc ça, c'est le côté un peu technique et puis l'envie d'y aller. Et après, derrière, un projet Vendée Globe, concrètement, là, on est 4 ans en amont. Donc, on commence déjà par s'approprier le bateau, c'est clairement le début. Et petit à petit, on va avoir des transats en double, des transats en solitaire, de la technologie, de la mise en place. Et donc là, quelque part, on commence à chaque fois à prendre en main le bateau et à voir tout ce qui ne va pas sur le bateau. Donc, pour avoir un bateau, on va dire confortable, c'est pas le mot, hein, mais un bateau aménagé pour ton niveau de navigation. À la fois, techniquement, on sait que pour déplacer cette voile-là, là, sur cette course-là, j'en ai bavé parce que c'est hyper lourd. Tiens, j'ai peut-être une technique avec un petit ballon là. C'est-à-dire que tu arrives sur le Vendée Globe, normalement, si tu as bien fait ton boulot en amont, ton bateau, il est prêt pour que chaque manœuvre soit faite rapidement et intelligemment. Je peux témoigner, la voile en voile du bateau, il faut se mettre un 6 pour la porter. Alors voilà, effectivement, sur les bateaux de 12 mètres, les grands voiles, on les portait à 2. Là, il faut être 6 pour porter la grande voile d'un bateau comme ça. Donc, par contre, à bord de ces bateaux-là, on a d'autres moyens pour envoyer les voiles. Alors, sur les classes 40, on appelle ça des manuels de winch. Là, sur ces bateaux-là, il y a des moulins à café. On voit les gars souvent qui font ça. Là. Ça démultiplie énormément les efforts. Donc, ouais, il y a d'autres méthodes. Mais ça reste quand même beaucoup de. On évite des ménageurs sur ce genre de bateau. Donc, ça veut dire que physiquement, il y a tout un entraînement, alors, là, une préparation. Exactement. Et donc, du temps du classe 40, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle de préparation physique, donc de gainage. Là, cette année, j'ai un peu lâché ça parce qu'on est dans le chantier. Par contre, ce que je continue à faire en parallèle, c'est à naviguer normalement sur d'autres supports. Et moi, mon petit truc en ce moment, c'est de naviguer sur des bateaux à foil, bizarrement. Et donc, c'est des petits dériveurs qui volent à 50 cm au-dessus de l'eau, extrêmement techniques, extrêmement pointus. Ça permet de garder la finesse de navigation, l'équilibre et de travailler le physique aussi. Et donc, ça, j'essaye de faire ça au moins une fois par semaine, peut-être plus quand on peut. Et ça permet de garder un œil sur l'eau déjà, et puis de garder les réflexes de navigation, de petits réglages pour pouvoir être un peu en forme aussi derrière. Et, donc voilà, et c'est ce genre de petits bateaux, on retrouve les Jérémy Bédou, les Hermène Lecléache ou d'autres qui naviguent énormément sur ce genre de petits bateaux qui permettent d'être à l'aise aussi sur les bateaux plus gros. Est-ce que le manque de sommeil, ça provoque quand même des erreurs humaines ou vous avez l'habitude, il y a d'autres trucs à vous pour d'autres? Alors, le manque de sommeil, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à gérer son sommeil pour ne pas être en grand manque de sommeil. C'est-à-dire que sur un bateau, on est en état de fatigue permanent. Plus la transat avance, ce qui paraissait facile au début devient extrêmement compliqué après. Donc, il faut être capable de se reposer très rapidement. Donc là, il y a une accoutumance à tout ça, mais ça, c'est des années de boulot pour arriver clairement à se reposer rapidement. Donc ça, on arrive à faire des cycles de sommeil de 15-20 minutes pour pouvoir arriver à récupérer petit à petit. Alors sur le Vendée Globe, je pense qu'au final, ça doit tricher un petit peu, ça passe peut-être à une demi-heure, 40 minutes quelquefois. Il faut être capable de faire ça. Et par contre, il faut savoir le faire très rapidement. Il ne faut pas attendre d'être cramé pour le faire, il faut le faire très tôt. Donc ça permet déjà d'être capable de récupérer rapidement et ensuite de le faire assez souvent. Et puis surtout, le fait de mettre en place des méthodes pour en baver le moins possible, c'est ce qui fait que derrière, tu te rends performant. Il y a le spécialiste, à mon avis, de ça, c'est Jean Le Cam. Jean Le Cam, il est plus tout jeune, il a plus de 60 ans. Et pourtant, il arrivait sur des bateaux, il arrivait avec un vieux bateau dans les plus performants. Et pourquoi? Parce que c'est un gars qui est extrêmement malin et qui a mis plein de systèmes à bord de son bateau pour pouvoir en baver le moins possible, pour être capable de faire avancer son bateau le plus vite possible, avec le moins d'efforts possible. En fait, on dit toujours que les feignants, c'est les mecs les plus malins. Et ça, je crois que j'ai une grande qualité à ce niveau-là. Mais typiquement, sur une journée de 24 heures en navigation, ça dure tous les combien de temps? Enfin, c'est quoi les le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles. Okay. Il y a de règles, il y a des journées, on est dans les alizés, même angle, même voile, il y a des petits réglages à faire, mais ça va tout droit, c'est facile. Et donc là, pendant toute la journée, tu passes du temps à pouvoir te reposer, à faire de la météo. Et puis il y a des journées où on va typiquement dans le passage du poteau noir, entre les deux alizés, et là, par contre, toute la journée, pendant 24 ou 36 heures, il va falloir être sur le pont tout le temps. Et là, il faut être capable aussi d'accepter ça.
ou de faire des micro-siestes, d'être capable de faire des petites siestes pour passer ça. Donc, on ne peut pas dire que alors sur un Vendée Globe, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup de périodes quand même qui sont assez longues. Hein. On a aussi beaucoup de retours des coureurs qui disent, il y a même des moments où ils ont presque ils sont presque ennuyés. Pour certains, il y en a eu des récits de Maxime Sorel, par exemple, qui s'est dit pendant 48 heures, 3 jours, un moment, ça a été long. Et ça, ils essayent de ne pas trop le dire, mais il y a des phases aussi qui sont plus longues que d'autres. Alors c'est vrai que sur les transatlantiques, où tu es en régate au contact avec d'autres bateaux qui sont très proches, où le moindre millimètre de voile compte. Sur le Vendée Globe, je crois qu'il y a des phases aussi un peu plus longues, qui permettent aussi de se reposer. J'espère. C'est pas des croisières tranquilles, hein, malgré tout. Non, parce qu'il faut être lucide pour prendre une décision. Alors voilà, on est reposé, parce qu'effectivement, en mer, il y a plein de choses à gérer. Donc, il y a à la fois le côté technique, hein, de voile, de réglage, mais il y a surtout la prise de risque, la navigation, la stratégie, la météo, quelle voile envoyer à quel moment. Et donc, dès qu'on casse, être capable de réparer. Ce qu'ils disent sur le Vendée Globe, c'est simple, hein, c'est une emmerde par jour, c'est ça qu'ils disent. Donc, mais ça, c'est pour les petites choses. Et donc, ils disent, tous les jours, il y a des choses à réparer. Donc, en fait, la journée, elle est vite rythmée aussi par des petites réparations, des petites modifications. On dit que tout ce qui peut arriver va arriver, c'est sûr. Donc, s'il y a un truc que tu vois, tu le laisses traîner, tu es sûr que le lendemain, ça arrive. Et donc, ils sont en permanence en train d'anticiper les petites choses qui vont se passer. C'est ça aussi le rôle du navigateur. À un moment, il ne faut plus être qu'un pilote et être aux commandes, parce que Formule 1, elle s'arrête au bord du stand, il y a 4 mètres carrés, change les pneus, puis ils repartent. Là, en IMOCA ou en course au large, c'est pas possible. Et donc, il faut être capable d'aller nous-mêmes changer les pneus, s'il y a un problème. Et donc, voilà, il faut être en permanence aux aguets de ce qui va se passer. On dit qu'en mer, on écoute les bruits en permanence. Notre bateau, il a des bruits qui se passent tout le temps. Et le moindre changement de bruit, il doit être capable de me dire, tiens, attention, ça, c'est pas vrai, il ne faut pas laisser faire. Il faut y aller, il faut aller voir ce qui se passe. Et en fait, on a une symbiose avec le bateau assez rapidement. Et je pense que ce serait, je dis ça pour nous, mais ce serait pareil pour vous tous, hein, si vous étiez en mer ou dans un domaine, en montagne ou autre. L'idée qu'il y a quelque chose qui change, ça amène, il ne faut pas dire, oh, c'est rien, il faut aller voir pour comprendre. Et avec l'électronique, il faut former, j'imagine, parce que là, il y a quand même, c'est une chose, quoi. Alors oui, il y a l'électronique, il y a des gros pilotes automatiques derrière, alors qui sont des grandes intelligences, qui sont très intelligents, ils arrivent à barrer un peu mieux que les coureurs, et des centrales inertielles et toutes ces choses. Et puis par contre, au choix du coureur en amont aussi de dire, j'ai tel ou tel matériel en ce qu'on appelle en spare, donc en prévision de la casse. Donc typiquement, là, il y a eu un grand exemple sur le Vendée Globe, un des favoris de la course, Alex Thompson, Hugo Boss. Et donc, il est en tête du Vendée Globe, il casse un petit peu de structure de son bateau en arrivant proche de l'Afrique du Sud, il répare, il a le composite, tout va bien. Puis en bas, il a un safran, donc le système de direction qui casse. Et là, 90% des coureurs ont un deuxième safran en spare, dans le bateau. Et lui, il avait fait le choix de se dire, je suis à mon 3e ou 4e Vendée Globe, je n'ai jamais cassé de safran. À ce coup-là, je ne l'emmène pas, alors qu'il y en avait 3 dans le container. Bon, pour le coup, il a abandonné pour une casse de safran que d'autres ont changé en mer, type, peut-être que je vous parle de Piper, peut-être ça vous parle, elle, on l'a vu changer son safran en mer. Bon, elle avait un qui était à bord. Donc, en fait, en amont de tout ça, il y a un choix de dire, mon but, c'est de gagner, je veux être le plus léger possible. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour gagner? Est-ce que je suis prêt à abandonner pour gagner? Quelque part, il y a aussi ce choix-là à faire. Qu'est-ce que j'amène en plus pour me dire, OK, mais au pire, je peux finir, même si je ne vais pas gagner. Donc là, il y a toute la préparation en amont et tes choix et tes objectifs doivent être préparés pour ça. Maxime Sorel, avant le départ, m'avait dit moi, j'ai pris un maximum de matériel, j'ai peut-être 300-400 kg de matériel de réparation, parce que mon but, objectif principal, et je dois faire que ça, c'est finir. Même si je dois réduire un petit peu la vitesse du bateau, mon but, c'est de finir la course et je ne dois pas faire autrement. Donc, en fonction de ton objectif, tu prépares aussi ton bateau de la même manière. Après, on se forme. L'avantage, c'est que normalement, sur un Vendée Globe, ce n'est pas ta première course. Tu as déjà fait beaucoup de choses avant, donc on a eu le temps de se former un petit peu en voilerie, on a eu le temps de se former un peu en mécanique aussi quelquefois, là en électricité, et c'est vrai que le manque de connaissances dans un seul de ces domaines-là peut vite être un gros problème. Après, en mer, à bord de ces bateaux-là, maintenant, il y a des téléphones satellites qui marchent plutôt bien, et il peut y avoir des grosses équipes derrière qui arrivent à pallier à ça. Maintenant, il y a un moment, il faut les mettre, c'est toi qui vas les changer, les quatre. Une question en ligne. Question pour Louis. Quand tu es seul en mer, qu'est-ce qui te remotive le plus? Où vas-tu puiser ton énergie pour te battre et continuer? Penses-tu à des personnes, au résultat, une force intérieure? Alors, quand il y en a, je pense à ceux qui sont devant pour les doubler le plus possible.
Moi, en fait, je suis marin depuis que je suis gamin, donc je suis passionné de mer, je suis tout le temps sur l'eau. Et par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments, des coups durs. Bah, typiquement, tu as fait une erreur de stratégie, il y a quelques bateaux qui t'ont passé, qui t'ont collé énormément de distance. Et là, tu peux tomber au fond du trou. Et il y a un moment, je crois que chacun a des façons différentes de réagir. Donc, ça peut, moi j'en ai vu quelques fois, prendre leur manivelle et puis casser tout autour de soi. Bon, c'est pas très malin, parce qu'au final, ça va pas aller plus vite, ça. Et puis, bah, il faut être capable d'accepter, OK, bon, le vent redémarre, je reprends ma route, et maintenant, comment je vais faire pour pouvoir faire une stratégie qui va me rapprocher d'eux? Et qu'est-ce que sera l'étape d'après? Où est-ce que je vais pouvoir reprendre le truc? Et ça, bah, c'est dans la tête, il faut absolument essayer de dire, OK, j'ai fait une bêtise. Ça peut être dû à une casse, parce qu'il y a eu une erreur technique d'un gars qui a bossé sur le bateau, ça peut être aussi ça. Il ne faut pas dire, je vais pourrir, je vais finir, non. Okay. Ça fait partie du job, hein. Il y a des bateaux, il y a beaucoup d'heures de travail sur ces bateaux-là, et donc il y a de l'humain, il peut y avoir des erreurs humaines, ça peut être la sienne, hein, ça peut être la nôtre, hein. J'ai fait une erreur de manœuvre, bon, bah, soit tu te pourris pendant tout le reste de ta course, soit tu acceptes ton erreur, et puis à un moment, bon, ok, bah, c'est réparé. Il n'y a pas trop de casse, je suis encore sur l'eau, il y a des mecs qui ont abandonné. Il faut être capable de se dire qu'est-ce qui est pire pour les autres. Ça, je pense que ça, c'est un gros. C'est quelque chose qui peut nous motiver, c'est de dire regardez, bon, ben voilà, ok, je suis 12e. Maintenant, l'autre, la favori, Charan, là, il est déjà rentré au port. Au bout de 48 heures, il devait gagner. C'était un des gars qui était favori. Au bout de 48 heures, bah, sa course, elle est pliée parce qu'il est obligé de refaire demi-tour, rentrer au sable et repartir. Alors, lui, il ne pourra plus gagner dans des globes. Moi, bah, je suis encore 10e dans mon objectif, globalement. Bon, j'ai perdu 5 places. Maintenant, pour relativiser, il faut apprendre à relativiser. Je suis encore là, je suis encore en course. J'ai aussi encore une belle histoire à partager. Et surtout, il y a énormément de monde qui suivent le projet et c'est pour eux qu'il faut se battre. Et c'est ça qui peut aussi redonner envie, redonner la puissance pour repartir. Typiquement, la route du Rhum, j'étais là pour la gagne, clairement, cette année-là, on était prêts, on avait travaillé sur le bateau, je pense que c'était peut-être la première fois où je faisais partie des favoris vraiment d'une épreuve, et j'étais au départ de cette course avec un objectif, c'était de gagner. Il se trouve que j'ai une avarie, je suis obligé de m'arrêter, et là, bah, il y a eu d'autres exemples que je ne vais pas forcément citer, mais même type de coureur, même type de bateau, bah, lui, il est resté au port, il n'est pas reparti. On avait des avaries à peu près similaires et il aurait très bien pu continuer. Lui, il a lâché l'affaire. Moi, je voulais absolument finir pour les gens qui nous accompagnaient. Parce que finalement, ben, ok, une course, c'est le but, c'est de gagner, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de finir l'histoire avec les gens tout entourés. Ça peut faire penser à Rasta Rocket, typiquement, ils ne gagnent pas, mais ils portent leur truc et ils sont applaudis par tout le monde parce qu'ils finissent leur truc. Ben, c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit, c'est le sport. Il y a eu une phrase de Paul Meillat à l'arrivée du Vendée Globe, on a vu les histoires de temps remis parce qu'il y a eu le sauvetage de Kinscofier avec différents types de bateaux qui arrivent en même temps, finalement des compensations et tout. Donc finalement, on peut se dire le classement, bah, à la fin, c'est plus dans le classement. Au final, la grande victoire du Vendée Globe, ça reste le sport. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on se bat aussi pour un événement, pour des gens qui sont derrière, et je pense que c'est clairement ça qui doit pouvoir nous motiver. Et même en marin, vous êtes une personne quand même. S'il y a une avarie chez quelqu'un avec effectivement, c'est comme en montagne, c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, on n'est pas au bord de la route où on appelle l'assurance pour nous dépanner. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu es en vrac quelque part, il faut être récupéré, il faut être capable de dire ok, on suspend la course, mais bien évidemment. Et quand il y a quelqu'un qui a une avarie, il faut absolument aller à son secours, trouver une solution pour l'aider. Et là, il faut mettre l'aspect compétition en parenthèse. Ce qu'ont fait plusieurs compétiteurs, comme Yannick Bestaven, comme bien sûr Jean-Luc Cam, je crois que Boris Sarman aussi avait eu du temps à récupérer. Et ça, c'est juste quelque chose de normal, finalement. En montagne, c'est pareil. C'est des endroits, c'est quand même des sports où tu joues avec la nature et tu peux pas dire ok, j'arrête, je rentre chez moi. C'est des endroits où c'est des milieux où tu es engagé à 200% dans l'histoire et tu es obligé de finir par t'en sortir. Donc à un moment, tu dois être solidaire avec les gens qui sont autour de toi. Mais ça, finalement, ça devrait être quelque chose de normal dans tous les domaines. Notre concurrent, quand on se casser la figure, bon, bah, on va pas l'écraser, on va essayer de l'aider pour qu'il ressorte de l'eau. Merci Louis. Merci Louis. Merci bien pour cette. On peut encore l'aider, hein, pour le budget. Merci de m'avoir écouté en tout cas. C'est intéressant. Oui, mais si on est particulier, on peut aussi. On peut. Faut être très riche.
Non, mais c'est pas des petits noms accessibles. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous, un certain nombre de nous, je pense que quand lui a proposé un prêt obligataire, on lui a dit surtout de nous réserver une partie, hein, parce qu'on peut participer. Je crois que vous avez mesuré les valeurs qu'a Louis dans son action, et une détermination et surtout un respect d'engagement vis-à-vis de ceux qui l'accompagnent. Il y a eu beaucoup de gens de chez Philippe qui ont effectivement participé aux obligataires, notamment Martin Duverne, qui a beaucoup participé. Le directeur général qui s'est porté volontaire à mon niveau, parce qu'il est passionné de la voile et il partage les valeurs de. C'est le financement des sponsors, c'est des sponsors, c'est plus le bateau il est financé, mais c'est le fonctionnement du bateau. Voilà. Il y a eu deux choses. Il y a l'investissement du bateau. Ça, au final, on a réussi à réunir les fonds pour réparer. On a notre outil de travail. Maintenant, ce qui est important, c'est de trouver le budget de fonctionnement. Ça, c'est clairement du sponsoring. C'est des montants qui sont quand même assez élevés. Et donc, pour le coup, c'est du sponsoring, donc avec des retours sur intérêt, et il y a un vrai travail derrière. Donc, on a un premier engagement. Là, on a un premier engagement qui est donc le groupe Lantana, qui ont mis 100 000 € de budget de fonctionnement, qui correspond à 40% du budget pour la tranche Jacques-Vabre. Notre budget cette année, il est de 260 000 €. Alors, ça, c'est une chose, c'est des projets qui se passent entre 500 et 2 ou 3 millions d'euros sur les projets de bateaux du Vendée Globe, avec des niveaux de performance différents. Et nous, on est sur des projets plutôt plus raisonnables. Et cette année, le bateau, il est préparé notamment par la réparation du bateau. Donc, il y a une part du budget qui est pris là-dedans. Et donc, on a un budget qui est moins important. Pareil, les voiles, tout ça, c'est encore en état. Donc, il n'est pas nécessaire de les renouveler. Et on se sert de cette tranche de cette année pour nous permettre de nous lancer sur des budgets plus raisonnables que les autres cette année. Ce ne sera pas le cas à terme. À terme, on sera obligé d'avoir le même budget que les autres. Mais au début, on est en mesure de lancer le projet sur des budgets raisonnables. On est en mesure de faire ça. Si toutes les entreprises présentent 10 000 € c'est bon. Ouais, ça ne doit pas être possible. Il n'y a aucune obligation, il faut avoir envie de le faire, il faut comprendre à quoi ça peut servir aussi. Je suis prêt à vous expliquer ça plus tard. Vous êtes bien bon. Et personne ne l'aura écouté. Merci. Tous embarqués. On te souhaite du coup bonne continuation pour la suite. Merci encore une nouvelle fois pour cette conférence très enrichissante et très inspirante. Le replay sera bientôt sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller revoir cette conférence. Merci à tous d'avoir été présents. La prochaine conférence aura lieu le 1er juillet sur le thème de la cybersécurité, animée par Eric Zamaï et Cédric Escudero, donc enseignant-chercheur à l'INSA. Donc on vous en dit plus bientôt, restez connectés à nos réseaux et belle journée à tous et merci encore. Merci.